Yo, comment ça va? Je vous ai demandé il y a quelques temps de me poser des questions sur tout un tas de choses concernant le Japon, le fait de vivre à l'étranger, mon parcours, enfin voilà, toutes ces questions auxquelles je suis potentiellement apte de répondre. Parce que voilà, forcément vivre 10 ans dans un même pays, ça permet de vivre et d'expérimenter beaucoup de choses. Et je me dis que vous apportez mon expérience, ça pourrait vous intéresser, voire même vous aider dans vos projets futurs par exemple. Alors j'avais fait une petite vidéo où je vous demandais de me poser des questions, et je m'attendais à avoir, allez quoi, maximum quelques dizaines de réponses, mais j'en ai eu plus de 500. Ah ça je m'y attendais pas. Du coup forcément j'ai dû faire le tri, et pour la vidéo d'aujourd'hui j'en ai choisi une petite vingtaine. Par contre comme je vous l'ai dit, si jamais ce format vous plaît, je me dis que ça pourrait être sympa que ce soit un rendez-vous régulier, quelque chose qu'on fasse par exemple une fois par mois sur la chaîne. Donc même si votre question n'a pas été choisie aujourd'hui, dites-vous que je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Sur ce, cette intro est beaucoup trop longue, donc vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps. Sarah, Kimitachi no Shitsumon ni kotae. Alors première question de l'ananas. Je sais pas si je le prononce bien. Déjà bonjour, tes vidéos sont vraiment nice. Merci beaucoup. Perso, je voudrais savoir quelles sont les meilleures manières d'améliorer son japonais au Japon ayant déjà quelques bases N4, 5Q. D'accord. Alors, c'est un cas particulier ta question, dans le sens où c'est l'apprentissage du japonais au Japon. Parce que je pense que la manière d'apprendre le japonais à l'étranger, en France et au Japon n'est pas la même. Donc déjà c'était une base N4, t'as déjà des bonnes bases en japonais. Moi je pense, et de mon expérience et de ce que j'ai vu autour de moi, la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est de la parler et de l'écouter. Donc si c'est au Japon, si tu te trouves au Japon en ce moment, la meilleure manière c'est d'essayer un petit peu d'éviter les groupes d'étrangers. Tu peux avoir des amis étrangers, hein, je dis pas qu'il faut ne pas avoir d'amis étrangers, mais essayer au maximum de t'entourer de japonais pour que le japonais devienne la langue que tu parles le plus tous les jours. C'est-à-dire que certes au début il va forcément y avoir des mots, des formes de phrases, des formes grammaticales que tu ne vas pas comprendre, mais à force de les entendre et de toi essayer de les utiliser en parlant à des japonais, forcément ton level il va évoluer exponentiellement. En japonais, il y a un mot qu'on appelle kankyo, kankyo qui signifie justement l'environnement. Je pense que voilà, il faut vraiment que tu te fasses un kankyo, un environnement totalement japonais, où le japonais c'est la langue que tu écoutes le plus tous les jours. Et en faisant ça, tu vas voir que, sans même que tu t'en rendes compte, tu vas voir que ton niveau va vraiment évoluer. Deuxième question, de Juju Devroy. Pareil, je suis désolé si je prononce mal. Très bonne idée, merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà été prof de français ou d'anglais quand tu es arrivé au Japon? Alors ça c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étrangers quand ils viennent au Japon, ils deviennent profs de français, profs d'anglais, et moi je l'ai jamais été, sauf à une exception. C'est-à-dire quand je suis arrivé au Japon, moi je suis arrivé le jour du tremblement de terre, et j'avais pas spécialement beaucoup d'argent, j'avais genre 3000 ou 4000 euros sur moi. Je suis arrivé, j'avais 19 ans, en France du coup j'étais majeur, et je l'étais pas au Japon. Et je pensais que du fait que j'étais majeur en France, ça passait, et en fait pas du tout, j'étais vraiment pas majeur ici. Comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai tout de suite voulu commencer à travailler, on m'a demandé d'avoir un compte en banque pour pouvoir commencer à travailler, et quand j'ai voulu aller faire mon compte en banque, on m'a dit qu'il fallait la signature de mes parents, et mes parents ils étaient pas là. Donc j'ai eu beaucoup de soucis au début, et forcément il fallait que je me fasse un peu d'argent en discutant avec certains amis japonais. Il y en a qui me disaient bah moi ça m'intéresserait d'apprendre le français, et du coup j'ai dû donner maximum 3 cours où on m'a payé genre 2000 yens, donc j'ai dû me faire 50 euros maximum, et c'était vraiment des petits cours très très simples où j'apprenais les bases du français. Donc voilà, j'ai jamais vraiment été prof, mais j'ai cette petite expérience du coup au tout début, vraiment tout début de quand je suis arrivé au Japon. Alors prochaine question, c'est Lou Klosek. Encore une fois, dites-moi si je me trompe, je suis vraiment désolé les mecs. Est-ce que le travail au Japon est vraiment si stressant qu'on le pense? Alors ça pareil, c'est très intéressant, dans le sens où ça va vraiment dépendre de là où tu travailles et du travail en lui-même. Moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont donc kaishain. Kaishain ça signifie donc employé d'une société. Moi je l'ai jamais vraiment été. J'ai jamais été employé, j'ai toujours été freelance. Mais par contre du coup je vois un peu les gens qui travaillent, les étrangers qui travaillent dans des entreprises japonaises. Vraiment chacun a une histoire différente à me raconter, chacun vit une expérience différente. Il y en a certains qui éprouvent vraiment cette difficulté et ce stress à travailler dans une entreprise japonaise, et il y en a certains pour qui ça se passe mais tellement bien, mais vraiment super bien, et qui kiffent leur travail, qui kiffent leur life en fait. Et il y a un point que moi j'ai remarqué, ce qui gêne le plus, c'est pas la surcharge de travail comme on pourrait le penser. Souvent on dit ah les japonais ils bossent trop, ils bossent 60, 70, 80 heures, et c'est vrai, moi il m'arrive de bosser énormément. Les 80 heures par semaine, je les ai fait maintes et maintes fois. Mais c'est pas ça en fait qui est gênant, parce que quand tu fais un travail comme ça, souvent tu fais un travail entre parenthèses qui te plaît, au moins un minimum. Travailler beaucoup c'est pas grave quand tu fais quelque chose qui te plaît. Par contre là où ça devient gênant, c'est que la façon de penser et la façon de travailler des japonais est très différente de la façon de faire des français, et c'est là où souvent en fait il y a des clashs. C'est que c'est assez difficile en fait d'avoir une manière de bosser, une manière de penser qui est totalement différente de tous les gens avec qui tu travailles, et des fois t'as vraiment l'impression que les gens ils comprennent pas ce que tu veux faire, que les gens ils comprennent pas ce que tu dis, et eux c'est la même chose, ils comprennent pas ce à quoi tu penses, ils comprennent pas la manière de faire que tu as. Il y a certaines personnes qui vont savoir s'habituer, faire de la manière japonaise quelque part, et certaines personnes qui y arrivent pas, et du coup c'est vraiment un stress pour eux. Et la plupart du temps les gens qui sont stressés par leur travail au Japon, c'est plus par le manque d'échange et la non-possibilité de communication entre eux et les gens avec qui ils travaillent, les japonais, que la surcharge de travail ou le stress du travail en lui-même. Donc voilà, mais c'est vraiment une question qui est assez épineuse parce que je peux pas te répondre oui, non à 100% en fait. C'est très gris et ça va vraiment dépendre, comme je t'ai dit, du travail et de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler.
Du coup, prochaine question, c'est Oro qui me dit « Coucou, félicitations pour le début de ta chaîne, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Ma question est, est-ce qu'une femme peut voyager seule, sans risque, au Japon ? On parle souvent de la sûreté de ce pays, même si le risque zéro n'existe pas. Moi j'aimerais te répondre que s'il y a bien un pays où tu peux le faire, c'est le Japon. Alors certes, comme tu dis, le risque zéro n'existe pas, mais le Japon est suffisamment sûr pour que tu puisses venir toute seule et te faire un gros kiff, un gros voyage toute seule, sans avoir peur de te faire agresser quelque part ou quoi. Par contre, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que vraiment t'as envie de voyager toute seule en fait? Alors ça peut être super kiffant, mais moi pour les quelques voyages que j'ai pu faire, c'est vachement plus intéressant quand t'es accompagné quand même. Du coup ça sort de la question est-ce que c'est risqué ou pas. Dans tous les cas, risqué, ça ne l'est suffisamment pas pour que tu puisses venir toute seule sans aucun problème. Mais par contre, si tu peux venir accompagné de quelques amis, voire même un seul, je pense que ton voyage ne pourrait être que meilleur. Voilà. Prochaine question de Wakefulness. Super sympa ce type de vidéo qui nous encourage à participer au contenu de ta chaîne. Ouais bah c'est le but, le but c'est vraiment que tout le monde puisse participer et qu'on puisse avoir un échange concret entre vous et moi. Avec quel matériel filmes-tu tes vidéos? Il faut savoir que voilà, moi j'ai commencé les vidéos sur YouTube là ce mois-ci, mais en vrai ça fait des années et des années que je fais de la production vidéo. C'est-à-dire que moi ici au Japon, en plus de mon boulot de modèle, je fais aussi de la réalisation. C'est-à-dire que je tourne des clips de musique et des publicités pour des marques de vêtements, etc. sur internet. Ça fait quelques années déjà que je fais de la production vidéo, ce qui fait que j'ai un petit peu de matos quand même. Et je me dis qu'à la limite, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais carrément faire une grosse vidéo où je vous explique un petit peu mon setup, où je vous explique un petit peu le matériel que j'utilise pour mes productions vidéo et pour YouTube. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et sinon pour répondre à ta question, là je filme avec un Lumix GH5 que j'ai acquis il y a 3 ans à peu près, ça reste une tuerie. Et pour le micro, je l'ai changé récemment, j'ai pris le Rode VideoMic Pro Plus. Voilà. Prochaine question, c'est Oranu Lulu 210. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Japon et d'y rester? Alors ça c'est une longue question et je pense que je pourrais y dédier une vidéo, voire plusieurs en fait. Pour répondre très simplement à ta question, moi j'ai toujours adoré le Japon, depuis que j'étais vraiment tout petit. Mais vraiment, depuis que j'avais 3-4 ans, j'ai toujours adoré le Japon. Du coup, j'ai toujours eu cette envie d'aller au Japon. Et ce qui m'a vraiment créé le déclic de venir, c'est déjà parce que je me sentais pas forcément bien en France quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment une espèce de distance entre moi et les gens autour de moi, et j'avais besoin un petit peu de m'évader. Et je me suis dit voilà, s'il y a bien un pays où j'ai toujours eu envie d'aller, c'était le Japon. Quitte à m'évader, j'aimerais que ce soit là-bas. Et en plus de ça, il faut savoir que moi je faisais un petit peu de musique quand j'étais en France, et je me suis dit ah mais ce serait trop bien en fait d'essayer de faire de la musique au Japon. Voilà, mon but au départ c'était vraiment de m'évader, de souffler un petit peu dans un autre pays et essayer de faire un petit peu de la musique au Japon, ce qui était un petit peu mon rêve à l'époque. Donc voilà, j'essaierai vraiment d'en faire une vidéo beaucoup plus concrète pour vous expliquer un petit peu point par point tout ce qui m'a vraiment amené au Japon, parce que c'est une histoire très longue, avec beaucoup d'anecdotes comme vous les aimez, et voilà, j'y dédierai une vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prochaine question, c'est Nathanaël Sebag. Encore une fois, désolé pour la prononciation. D'où te vient ce naturel à la caméra? Ouh, suis-je naturel à la caméra? Ça vient de mon travail, je pense. Comme je vous l'ai expliqué dans ma toute première vidéo, je suis donc modèle, ce qu'on appelle modèle au Japon. Et être modèle au Japon, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas juste poser pour des marques de vêtements, etc. C'est vraiment très large. J'ai fait beaucoup de reportages pour la télévision. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a apporté un petit peu cette expérience et qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise devant une caméra. Ça fait des années et des années que j'ai une caméra devant moi et que je parle à une caméra tout simplement. Je pense que c'est ça en fait, qui fait que je suis peut-être un peu plus à l'aise que quelqu'un qui va vraiment débuter sur YouTube. Mais par contre, ce que vous rendez pas compte, c'est que là, je suis en train de vous parler en français et moi, ça fait des années que je le fais, mais en japonais. Là, mes phrases, je les redis 3-4 fois et après je fais des cuts parce que je suis vraiment pas autant à l'aise que vous l'imaginez devant la caméra, juste parce que je parle en français en fait. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est mon travail du coup qui me permet d'être à l'aise devant la caméra. Prochaine question, Matt Lagan. Je suis vraiment désolé les mecs. En fait, je vais passer toute la vidéo à m'excuser parce que j'écorche vos pseudonymes. Que peux-tu donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait faire un PVT au Japon? Il faut savoir que mon premier visa, ça a été un PVT. Je suis venu en PVT quand j'avais 19 ans et ça a été une super expérience et je la conseille vraiment à tout le monde. Et donc pour répondre à ta question, déjà je te conseillerais une chose, c'est d'essayer de mettre beaucoup d'argent de côté. On te demande normalement d'avoir 4000 € quand tu fais ta demande de PVT. Moi je te conseillerais d'en mettre un petit peu plus de côté. Parce que voilà, le Japon, surtout Tokyo, le prix de la vie n'est pas forcément le même. C'est pas extrêmement cher comme dans certains pays, mais c'est pas non plus cheap comme d'autres pays. C'est vraiment, je pense qu'on est un peu à l'équivalent de Paris en France pour te faire une idée. Donc voilà, le prix de la vie est quand même assez cher. Donc avoir un petit peu d'argent de côté, plus que ce qu'on te demande, ça peut être bien pour que tu sois vraiment tranquille en fait, que t'aies pas de soucis d'argent direct en arrivant. Et surtout que t'aies le temps en fait de pouvoir trouver un travail, de pouvoir te poser, de pouvoir peut-être profiter un petit peu du Japon avant de travailler. Donc voilà, vraiment mets un petit peu d'argent de côté avant de venir. Si tu peux avoir au moins 5-6 000 €,
là tu seras déjà bien pour commencer, je pense. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, c'est classique, mais essaye d'avoir des bases en japonais. Alors, je te demande pas de parler couramment le japonais, mais juste le fait d'avoir des bases, ça va vraiment t'aider quand tu vas commencer à chercher un travail, ça va t'aider à te faire des amis sur place, ça va t'aider quand tu vas vouloir commencer à voyager, etc. C'est con, hein, mais c'est vraiment important en fait pour venir au Japon. Et ensuite, dernier conseil que je peux te donner, c'est essaye de préparer un petit peu, essaye de faire un plan de ce que tu veux faire au Japon. Déjà, normalement, quand tu fais la demande de visa, ils te demandent de faire un plan. Essaye vraiment d'en faire un concret qui te plaît à toi. Si t'as prévu de faire Tokyo, Kyoto, d'aller à Hokkaido, d'aller dans le Kyushu, essaye de faire une estimation du budget. Et si t'as prévu d'aller dans plein d'endroits, ça veut dire que tu pourras pas avoir un travail fixe et ça veut dire que tu vas avoir besoin d'argent de côté. Du coup, essaye de faire une estimation de ton budget par rapport à ce que tu veux vivre pendant tes 1 an de PVT. Du coup, voilà, tu seras vraiment bien préparé. T'auras l'argent, t'auras les bases en japonais, l'estimation de ce que t'as besoin pour ton voyage et là, tu seras vraiment au top. Voilà. Voilà, donc la prochaine question, c'est Clément Guillou qui me dit top idée. Merci beaucoup. Est-ce envisageable de venir à Tokyo pour un séjour de 1 an par exemple avec un chien, surtout niveau appartement? Ça me semble déjà compliqué pour un japonais avec un chien de trouver un appartement. Alors pour un étranger, est-ce que ça te semble possible? Alors je vais te répondre très simplement, non. Déjà, comme tu l'as évoqué dans ta question, ouais, c'est très compliqué de trouver des appartements qui acceptent les animaux domestiques à Tokyo. La plupart du temps, les appartements sont très petits et du coup, on n'a pas le droit en fait d'avoir des animaux de compagnie dans les appartements à Tokyo. Donc déjà, juste trouver un appartement dans lequel tu peux avoir un chien, c'est très compliqué, même quand tu vis à Tokyo. Ensuite, deuxième point, même s'il y a certains appartements où tu peux en avoir et si tu cherches bien, t'en trouveras. Si tu viens juste pour 1 an, admettons en PVT, ça va être très compliqué de te trouver un appartement. C'est pour ça que la plupart des gaikokujin vont dans des share house ou des guest house au début. C'est que louer un appartement, ça demande énormément d'argent, ça demande énormément de garanties. Et si t'as pas un travail fixe au Japon qui te rapporte suffisamment d'argent, t'auras pas droit, tu pourras pas en fait louer d'appartement. Donc dans tous les cas, ce sera mort. Et la troisième raison qui fait un petit peu plus chier et qui a emmerdé beaucoup de mes amis qui voulaient ramener leurs animaux domestiques et qui n'ont pas pu, quand tu ramènes un animal domestique de l'étranger, en fait il faut faire une quarantaine. Ce qui fait que tu vas pas voir ton animal de compagnie pendant je sais plus 1, 2 ou 3 mois. Et voilà, pense pas que tu ramènes ton animal domestique pour ne pas le voir pendant 3 mois à cause d'une fichue quarantaine en fait. Donc voilà, pour toutes ces raisons là, je t'avoue que si c'est juste 1 an que tu veux passer à Tokyo, file ton chien à des amis ou à ta famille, viens juste kiffer toi tout seul le Japon, mais ça va être compliqué je pense de ramener un animal de compagnie ici, malheureusement. Donc prochaine question c'est wesh. J'ai compris la vanne. Est-ce qu'on peut exercer ton métier, donc modèle, en même temps qu'être prof par exemple? Alors je suppose que ta question c'est est-ce que tu peux faire des boulots de modeling de temps en temps tout en étant prof à temps complet? Donc si c'est ça ta question, oui tu peux le faire. En fait ce qu'il faut c'est que tu ailles à l'immigration et que tu fasses une demande en fait pour avoir une autorisation de faire un autre travail que le travail pour lequel tu as ton visa. Donc c'est un tampon qui vont te mettre sur ton visa et qui te permettra de faire un autre travail, dans ce cas-là le travail de modèle. Et ensuite il suffit juste que tu ailles donc t'inscrire dans les agences de modeling et sur ton temps libre, par exemple si t'es prof, je suppose que tu fais du lundi-vendredi, et si par exemple le week-end t'as du temps libre et que tu veux faire de temps en temps des boulots de modeling et que le travail de modeling colle à ton emploi du temps, tu pourras en faire, mais du coup il faut cette autorisation de l'immigration. Alors prochaine question c'est Anne Pontieux qui me dit, une évidente qui me vient direct, à quand ta chaîne Twitch? Ce serait sans doute très chouette vu ton état d'esprit et les rendez-vous sont toujours sympas mais le côté improvisé a du bon aussi. Eh bien il faut savoir que ce format-ci en fait, au départ j'ai pensé le faire en live en fait, de faire du stream parce qu'effectivement c'est plus sympa que vous me posiez une question et que je vous réponde en direct et même moi je pense qu'à terme je vais peut-être essayer d'amener ce format-là sur un format Twitch ou en stream sur YouTube, je sais pas encore. Là le souci que j'ai en fait c'est que l'internet que j'ai chez moi en ce moment il est claqué au sol, mais vous imaginez même pas. Avec ma connexion internet actuelle, je peux vraiment pas faire de stream. Vous allez voir 3 pixels sur l'écran, vous allez pas m'entendre parler, ça sert strictement à rien. Pour l'instant, je pense que je vais continuer ce format-là, comme je le fais actuellement, en faisant des vidéos, vous me posez des questions et je vous réponds. Et par la suite, le jour où j'ai un internet décent, je ferai peut-être un switch sur Twitch ou sur YouTube en streaming, et ce sera plus sympa parce qu'on pourra se parler directement comme ça. Enfin voilà, dans tous les cas, le projet, je l'ai en tête. Prochaine question c'est Bibosk. Est-ce que tout en étant à la télé, tu étais diffusé sur tout le Japon? Si oui, est-ce que quelqu'un t'a reconnu dans la rue? Alors oui, la plupart du temps quand je fais des travails pour la télévision, c'est dans tout le Japon. À part quelques exceptions, par exemple, je sais que quand je faisais les reportages pour Fuji Télé c'est un petit peu comme France 3, je crois en France, c'est France 3 qui est régional en France. Vous foutez pas de ma gueule, hein, ça fait plus de 10 ans que je suis plus en France, et je me rappelle plus de qu'est-ce qui est quoi. Je crois que c'est France 3 en France qui est régional, vous avez des émissions dédiées pour chaque région. Et Fuji Télé c'est un petit peu ça aussi, c'est très gros, mais pour certaines émissions en fait, ça devient régional. Et je sais que quand je faisais donc les reportages pour Fuji Télé, j'étais diffusé principalement dans le Kanto, c'est-à-dire
autour de Tokyo, et parfois j'étais rediffusé dans les autres régions du Japon, mais plus tard, ça pouvait être une semaine, voire quelques mois plus tard. Mais sinon, quand je fais des dramas, quand je fais des films, quand je fais des publicités, forcément c'est diffusé dans tout le Japon. Et pour répondre donc à ta deuxième question, est-ce qu'on me reconnaît dans la rue? Alors je suis pas une grosse resta, hein, je suis pas du tout un mec super connu ou quoi que ce soit, très loin de là, mais par contre ça peut arriver. Surtout en fait, j'ai remarqué, c'est souvent le lendemain de la diffusion des dramas ou des émissions que je fais, bah, c'est possible que si je me promène dans Shibuya, il y a des gens qui viennent me voir en disant c'est pas toi qui passe à la télé hier, et du coup c'est très très drôle en fait, parce qu'ils connaissent même pas mon nom pour la plupart ces gens-là, ils savent juste que je suis le gars Kokujin qui est passé à la télé. Mais voilà, pour répondre à ta question, oui, je suis diffusé dans tout le Japon, et oui, ça arrive parfois, de temps en temps, que les gens me reconnaissent. Et Star Gold. Salut Mitsu, tout d'abord je trouve tes vidéos vraiment bien, l'ambiance est bien et la qualité au top. Je te remercie. Écoute, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'avoir ce genre de retour. Merci beaucoup. Voilà une question parmi tant d'autres. Faut-il faire beaucoup d'études de la langue japonaise pour aller vivre au Japon, ou l'anglais peut-il suffire? Alors je vais répondre très simplement à ta question, oui. Apprendre le japonais un minimum avant de venir au Japon, mais de la même manière que je pense que la base c'est quand même d'apprendre un minimum une langue quand tu vas dans un pays donné. C'est-à-dire que si moi je vais, je ne sais pas, en Espagne, bah, je vais apprendre un peu l'espagnol, si je vais en Allemagne, je vais apprendre un petit peu l'allemand. Le but c'est pas de devenir bilingue, mais c'est d'avoir quand même un minimum de base pour pouvoir déjà juste parler aux gens, pour pouvoir commander quelque chose, pour pouvoir remercier les gens, pour pouvoir demander de l'aide de temps en temps. Voilà, ce genre de base c'est très important de les avoir, peu importe le pays dans lequel tu vas finalement. Donc est-ce que c'est important d'apprendre le japonais avant de venir au Japon? Oui, bien sûr. Mais comme je t'ai dit, le but c'est pas que tu sois bilingue avant de venir, ça va prendre des années avant que tu deviennes vraiment bon en japonais. Mais juste apprendre un minimum, savoir par exemple lire tes hiragana, tes katakana, quelques kanji très faciles, et savoir un minimum t'exprimer, savoir passer une commande en japonais, savoir peut-être te présenter. Tu pourrais peut-être te faire des amis japonais comme ça. Bah, ça peut être intéressant. Surtout que les japonais, pour le coup, l'anglais, vous avez vu des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube qui en parlaient. 80, 90, 10, 10. L'anglais c'est pas leur point fort aux japonais, donc ouais, si tu peux apprendre un minimum de japonais avant de venir, ça va t'aider et ça va faire plaisir à tous les japonais que tu vas rencontrer pendant ton voyage. Donc prochaine question c'est Blue Roca. Salut, j'ai 14 ans, j'habite en Suisse et mon rêve est de partir au Japon pour y vivre. Cela fait à peu près 1 an que j'apprends le japonais pour poursuivre mon rêve. Super. Comment as-tu fait pour partir au Japon et pour quitter ta famille? Autrement, j'aime énormément l'ambiance de tes vidéos, bonne continuation. Déjà merci beaucoup pour le compliment, ça fait extrêmement plaisir. Alors, ton profil il est super intéressant, et le fait que tu sois suisse, ça peut être très intéressant pour toi, je vais t'expliquer pourquoi. Comment as-tu fait pour partir au Japon? Alors moi je suis parti en PVT au départ, donc PVT qui est encore une fois un visa qui te permet pendant 1 an de pouvoir voyager dans le Japon et de pouvoir même y travailler. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc moi ma première année je suis parti en PVT, et ensuite j'ai fait tout mon possible pendant 1 an pour essayer de trouver un travail, ce qui m'a permis de rester par la suite au Japon. Donc il y a pas mal de papiers dont tu vas avoir besoin, il y a un formulaire à remplir, tu as besoin d'avoir un certain nombre d'argent sur ton compte, etc. Et si tu remplis tout ça, tu peux avoir un PVT très facilement, ça peut être super intéressant. Donc du coup, s'il y a un conseil que moi je peux te donner, certes vivre au Japon c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux faire au Japon? Parce que pour vivre au Japon, tu vas avoir besoin de travailler au Japon, et du coup il faut que tu réfléchisses déjà maintenant à quel travail tu voudrais faire au Japon. Tu peux pas juste être là et passer ta vie à profiter du Japon, il va falloir que tu travailles au bout d'un moment. Et du coup en réfléchissant à ça, tu vas pouvoir commencer peut-être à chercher un petit peu les endroits au Japon qui pourraient te proposer du travail pour le domaine dans lequel tu aimerais évoluer. Et ça je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes à laquelle il va falloir réfléchir si ton but c'est vraiment de venir vivre au Japon. Ensuite tu parles aussi de comment j'ai fait pour quitter ma famille. Et là je t'avoue c'est assez particulier parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup en ce moment et auquel j'avais pas vraiment pensé avant de venir au Japon, c'est que c'est super dur en fait d'habiter loin de ta famille. Parce que le Japon, c'est pas l'Espagne ou l'Allemagne ou l'Angleterre, tu vas être à 10 000 km de la France, et voilà, moi je me rends compte, parce que j'ai eu des pertes ces derniers temps dans ma famille, j'ai mon oncle qui est mort l'année dernière, et là je me rends compte en fait que s'il se passe quelque chose en France, moi je suis totalement impuissant, juste du fait de vivre très loin de ma famille en fait. Et ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, je t'avoue en ce moment, j'y réfléchis beaucoup, et c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir que tu réfléchisses si t'es prête à faire quelque part ce sacrifice. Et là on parle du Japon, mais c'est vrai pour n'importe quel pays, même si vous allez vivre aux États-Unis, si vous allez vivre au Brésil ou n'importe où en fait. À partir du moment où vous vivez loin de votre famille, si un jour il se passe quelque chose dans votre famille, il faut juste que vous preniez conscience que voilà, vous serez très loin et vous pourrez pas être sur place le jour où il arrive quelque chose. Donc voilà, pour répondre encore une fois rapidement à ta question, pour venir au Japon, je te conseille de peut-être prendre un PVT, voire comme tu es suisse, toi, tu as droit à 6 mois de touriste au Japon, contrairement aux 3 mois que nous, on a droit en France. Donc ça pourrait être même intéressant que tu viennes juste en touriste au départ pendant 3 à 6 mois par exemple, pour que tu puisses voir déjà si le Japon te plaît. Si le Japon te plaît vraiment, tu pourras revenir donc en PVT et commencer peut-être à voir un petit peu au niveau du travail, qu'est-ce que tu pourrais faire au Japon pour y vivre. Dans tous les cas, tout ce que je te souhaite, c'est que le Japon te plaise autant qu'il me plaît à moi, et je te souhaite bon courage pour tous tes projets futurs. Prochaine question, c'est Yoni. Super concept de vidéo, merci beaucoup. Petite question, est-ce facile de trouver un emploi au Japon de n'importe quel type si on est étranger? Par exemple, si je viens vivre 1 an au Japon, est-ce que ça va être la galère pour bosser ou pas? Sinon, je kiffe tes vidéos.
Merci beaucoup. Alors, pour en revenir sur le travail, ça va dépendre d'une chose déjà. Je sais pas pourquoi j'ai fait deux. Déjà, est-ce que tu parles japonais ou pas? Et encore une fois, quand je dis est-ce que tu parles japonais, c'est pas forcément couramment. Mais est-ce que tu as suffisamment de base de japonais pour pouvoir travailler un petit peu n'importe où? Parce que au Japon, on n'a pas vraiment de souci de chômage. C'est que t'as beaucoup de baito, donc les baito c'est les petits boulots. Et moi par exemple, de mon expérience, au tout début quand je suis arrivé au Japon, j'ai dû faire des baito. Et donc j'ai travaillé dans un restaurant français, j'ai travaillé dans une pâtisserie, j'ai travaillé dans un bar à une époque, j'ai fait pas mal de choses. Et à partir du moment où tu parles japonais, t'as vraiment beaucoup de possibilités de travail qui s'offrent à toi. Donc voilà, si je te donnerais juste un conseil, encore une fois, c'est bosse ton japonais avant de venir et tu vas voir que là tu auras vraiment beaucoup plus de travail qui vont s'offrir à toi que si tu ne parlais que anglais, voire que français. Je pense que parler que français c'est le pire parce que à part quelques restaurants français où le fait que tu parles français ça va les intéresser ou alors être prof de français, là pour le coup tu vas pas avoir beaucoup de travail au Japon. Donc voilà, bosse ton japonais et bon courage. Ensuite c'est Ed Sola. Salut! Petite, grosse question, comment fonctionne le système de santé au Japon? Que font les Japonais quand ils sont malades? Déjà, il faut que vous vous rendiez compte qu'en France, le système de santé, il est phénoménal. Je le savais bien sûr quand je vivais en France, mais je m'en suis vraiment rendu compte en venant au Japon. Et encore au Japon, on est pas mal épargné. Quand vous allez aux États-Unis, là-bas, il y a rien. Au Japon, ici, il y a plusieurs systèmes de santé, mais le plus courant, c'est le Kokomi Hoken, donc c'est l'assurance santé nationale, et elle couvre à 70% les frais médicaux. Et donc, vous avez 30% que vous devez régler vous-même. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une grosse otite qui m'a fait bien mal, ça va un petit peu mieux. Et donc je suis allé chez le médecin, j'ai eu genre 1700, 1800 yens à payer, donc c'est quoi, c'est 10-12 euros à peu près. Et j'en ai eu pour à peu près l'équivalent de 1000 yens à peu près de médicaments. Donc voilà, c'est pas très cher, mais c'est pas non plus tout gratuit comme on peut avoir en France. Ensuite, c'est Ernest Yurao Sawada. Voilà ma question. Elle va très certainement paraître un peu étrange et je m'en excuse. Est-ce qu'après 10 ans, tu commences à perdre ton français? Quand tu te parles à toi-même, tu parles français ou japonais? Alors... c'est marrant en fait cette question parce que j'y parle dans ma prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Oui, je suis devenu nul en français, mais vraiment, mais c'est horrible. Vous imaginez même pas à quel point je suis devenu nul en français. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je refais les takes et voilà, vous voyez, même là, mon français ne sort pas. C'est pas retake quand on dit, voilà, je retourne parce que j'arrive plus à parler français, mais vraiment. Pour répondre à ta question, donc oui, mon français, je l'ai vraiment perdu. Je suis devenu vraiment nul en français, c'est impressionnant. Et quand je réfléchis, c'est ça en fait le problème, c'est que je réfléchis en japonais. La plupart du temps, ici au Japon, je parle japonais dans ma vie de tous les jours. La plupart des gens autour de moi, c'est des gens qui parlent japonais. Moi, je parle japonais. Quand je rêve en japonais. Quand je réfléchis en japonais. Je suis pas né comme ça, hein. Bien sûr, c'est juste le fait de vivre au Japon. Le japonais devenant ma langue principale, je me suis mis à tout le temps réfléchir en japonais. Ce qui fait qu'en fait, c'est le japonais qui me vient en premier en tête. Et c'est plus le français en fait. Quand je parle beaucoup français, par exemple quand je parle avec Tev, Louis, avec ma mère, avec ma soeur, avec mon frère, etc. À force de parler français, le français me revient un petit peu. Faut savoir que les 6 premières années que j'ai passées au Japon, je m'étais vraiment un petit peu coupé de tout l'univers étranger, français, etc. Du coup, j'avais quasiment pas d'amis français. Donc vraiment, à cette époque-là, le japonais, c'était quasiment 100% du temps. Je ne parlais vraiment pas d'autres langues en fait que le japonais. Et c'est un peu à cause ou grâce à ça que je me suis mis à rêver en japonais et à réfléchir en japonais. C'est vraiment horrible parce que des fois, quand je rencontre des gens, par exemple, j'arrive vraiment pas à m'exprimer. Et les gens, ils pensent que je suis un petit peu con en fait. Parce qu'on comprend que le français, c'est ma langue maternelle. Et pourtant, voilà, je bloque sur les mots, etc. Parce que là, à travers la caméra, vous vous rendez un minimum compte quand même que, voilà, mon français, il est un petit peu... Enfin voilà, je suis toujours en train de réfléchir, j'arrive plus à parler... Comme là par exemple, ça je le couperai pas juste pour vous montrer. Mais voilà, donc pour répondre rapidement à ta question, oui, mon français a vraiment perdu, et oui, je réfléchis et je rêve en japonais. Ensuite, Saitama 181. Bonjour, je voulais savoir ton ressenti sur le fait d'être un gaijin au Japon sur 10 ans de ressenti, par exemple au tout début, il y a 5 ans et maintenant. Je suis conscient que ce que je vais vous dire là, c'est totalement à l'opposé de ce que 90% des gens sur YouTube vont vous dire. En fait, j'ai jamais vraiment ressenti le fait d'être un gaijin ici, mais vraiment pas. Alors je suis arrivé ici déjà en sachant parler japonais, je pense que ça m'a énormément aidé, et surtout en France, j'avais déjà beaucoup d'amis japonais autour de moi, ce qui fait que j'étais habitué à la mentalité japonaise, j'étais habitué à la culture japonaise, ce qui fait qu'en arrivant ici, j'ai pas trop eu de dépaysement, et j'ai su très rapidement m'intégrer en fait au Japon. Non, j'ai jamais vraiment ressenti le fait d'être un gaijin, j'ai jamais vraiment ressenti le choc culturel quelque part en venant ici, et surtout je pense que même moi intérieurement, je suis gaijin, à 100%. Je suis né en France, j'ai vécu en France jusqu'à mes 19 ans. Mais par contre, ici, à aucun moment, même moi, j'ai eu le besoin de sentir que j'étais gaijin quelque part. À aucun moment, j'ai eu besoin de revendiquer le fait que je sois gaijin. À aucun moment, on m'a vraiment fait ressentir que j'étais gaijin. Et je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui subissent peut-être du racisme, il y a beaucoup de gens qui subissent de la discrimination parfois. Je dis pas que ces gens la mentent, au contraire. Mais voilà, moi, dans tous les cas, j'ai pas vraiment vécu ça. À part quelques fois, mais je veux dire, voilà, en 10 ans de Japon, ça m'est arrivé, je peux le compter sur les doigts de mes mains, en fait, le nombre de fois où ça m'est arrivé. Moi, je vis vraiment ma vie ici comme un japonais lambda, en fait. Je sais que j'ai un parcours de vie un peu particulier à ce niveau-là, mais
je vais pas vous mentir, la vérité c'est que voilà, moi je ressens pas vraiment le fait d'être gaijin, et les japonais ne me font pas ressentir non plus. Prochaine question, avec quel budget par mois peut-on vivre décemment au Japon? Alors déjà, le Japon c'est vaste, parce que si tu vis à la campagne et si tu vis à Tokyo, c'est pas forcément la même chose. Mais je vais répondre à Tokyo. Je pense que tu commences à vivre vraiment décemment à partir de, on va dire, 300 000 yens par mois, ce qui correspond à 2500 € à peu près. Voilà, c'est à partir de là que tu vas commencer à pouvoir déjà payer tout ce que tu as à payer, c'est-à-dire ton téléphone, ton appartement, etc. Et pouvoir quand même sortir, pouvoir te payer des trucs, te faire plaisir de temps en temps. Voilà, si t'es en dessous de ça, tu peux vivre, je peux dire que tu ne peux pas, mais tu vas être obligé de te restreindre sur certaines choses de temps en temps. Donc voilà, je pense que ouais, 2500 € à peu près, on va dire 300 000 yens, c'est vraiment à partir de là que tu vas commencer à kiffer ta life à Tokyo. Mais il faut garder quand même en tête que chacun a un mode de vie différent, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui pourront très très bien vivre avec 200 000 yens par exemple, mais voilà, dans la majorité des cas, je pense vraiment que c'est à partir de 300 000 yens qu'on est vraiment stable, qu'on est vraiment bien. Et enfin pour finir, donc Nabil Samani qui me dit quel est le déclic où tu t'es dit je reste vivre au Japon et quand a eu lieu ce déclic? Alors c'est drôle parce que j'ai pas vraiment eu de déclic, en fait c'est plutôt l'inverse, c'est j'ai jamais eu un déclic qui m'a dit il faut que je rentre en France. Faut se dire que voilà, avant même de venir au Japon, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà des amis japonais, j'étais déjà un petit peu dans la culture japonaise même en étant en France, ce qui fait que j'avais déjà une image pas très erronée en fait du Japon, je voyais déjà à peu près le Japon à quoi ça allait ressembler, même si finalement le Japon a été au-delà de mes espérances, si je peux le dire, mais ça je vous le raconterai dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, je me disais déjà en fait que si jamais j'allais au Japon et que le Japon me plaisait, j'allais potentiellement essayer d'y rester pour y vivre. Donc j'ai jamais eu de déclic pour me dire allez je reste au Japon. J'ai tellement tout de suite aimé le Japon et j'ai tellement tout de suite eu, malgré toutes les galères que j'ai eu au début, parce que j'ai eu énormément de galères, comme je vous dis, je suis arrivé le jour du tremblement de terre, j'ai eu des soucis de thunes la première année, enfin voilà c'était vraiment horrible, mais malgré ça, j'étais tellement bien en fait, je me sentais tellement bien de vivre au Japon, de me lever au Japon, juste me lever et me dire ah je suis à Tokyo. Ouais, j'ai jamais eu vraiment d'hésitation et je me suis toujours dit voilà, c'est l'endroit où j'ai envie de vivre, c'est l'endroit où j'ai envie d'être et en 10 ans ça a jamais vraiment changé. Enfin voilà, depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant, et probablement encore pendant des années et des années, je kiffe ma vie au Japon et j'ai pas du tout prévu de repartir en France. Après, on ne sait jamais. Ça peut m'arriver d'avoir envie de repartir un jour, ça peut même m'arriver d'avoir envie d'aller dans un autre pays, mais là actuellement, voilà, je surkiffe ma vie ici et c'est pas prêt de changer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si le format vous plaît vraiment, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos prochaines questions dans les commentaires. J'aimerais vraiment que grâce à cette chaîne et grâce à ce format de vidéo, on puisse créer une espèce de communauté d'entraide et de partage. Mon but c'est vraiment que chacun puisse profiter au maximum de son voyage, puisse évoluer dans ses projets, et voilà, ne pas juste rester bloqué parfois sur certaines questions qui restent sans réponse. Sur ce, je compte sur vous pour l'abonnement, le pouce en l'air et le partage, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu.